Merci infiniment. Azouf Lawan, ça m'a fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sensible, celui de la transition politique et la transition écologique. Surtout avec ce qui s'est passé récemment, l'adoption de ce pouvoir en place, de l'exploitation du gaz de schiste en utilisant la technique de la fracturation hydraulique. Je voudrais, avant de passer la parole à mon collègue pour qu'il commence de parler déjà de la transition politique, avant d'en finir avec la transition écologique, j'aimerais bien vous remercier pour votre soutien et solidarité indéfectible vis-à-vis de la question des détenus et des otages politiques. On était en prison pendant 6 mois et à chaque fois que je reçois mon quotidien, l'Ouatan ou bien mes avocats, qui nous informent que la population à travers l'Algérie, en particulier à Béjaïa, réclame en premier lieu notre libération. Ça ne fait que renforcer notre détermination, ça nous a remonté vraiment le moral pour pouvoir justement continuer le combat. Donc je vous remercie encore une fois. Merci. Bonjour tout le monde. On remercie en premier lieu le café littéraire d'Aucas qui a donné la chance donc à nous deux activistes pour nous exprimer et débattre avec vous. Et bienvenue à tout le monde. Juste avant de commencer, je tiens à rappeler, pour juste marquer le point, qu'il y a plus de 145 encore détenus d'opinion en Algérie et plus de 3700 dossiers de poursuite judiciaire. Et ces 3700 dossiers de poursuite et personnes n'ont pas toujours la chance d'être si bien défendus que comme chez nous à Béjaïa. Donc c'est juste pour penser à eux. Donc on va commencer avec le volet politique donc, du thème. Nous avons pas souvent rêvé d'une révolution pareille avant le 22. Nous n'avons pas souvent cru qu'il y aurait un jour où tout le peuple sortirait, donc sans idéologie partisane et religieuse ou toute autre idéologie pour demander le départ du système, à commencer par le départ de leur première façade de l'époque, qui est déjà dans la poubelle de l'histoire et qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Donc maintenant, on continue vers l'objectif suprême de cette révolution qui est le départ du système avec ses hommes et ses symboles, carrément. Donc un départ par la racine, mais qui doit être méthodique. On doit réfléchir à ce départ. On doit trouver de vrais mécanismes donc, pour ce départ. Il ne suffit pas de dire départ du système et d'attendre que ce système-là remette les clés un jour. Parce que si vraiment un jour ce système va nous inviter à prendre les clés, on n'aurait pas réfléchi à ces mécanismes-là qui nous permettraient de passer le pouvoir au peuple et d'une manière sécurisée pour l'Algérie et son peuple. Parce qu'il faudrait bien se préparer. Donc ce système-là, en fait, il avait depuis le début un plan machiavélique depuis le début de l'indépendance. Donc à l'époque, il y avait une constituante populaire donc, qui était dans l'esprit de la lutte armée algérienne de l'époque. Et juste après la constituante, donc l'installation de la constituante, le PLA à l'époque a directement spolié cette volonté populaire de créer une constitution populaire qui est le vrai contrat social qui puisse exister entre des individus d'une même nation, d'un même peuple, qui aspirent à créer une nation, leur nation. La nation algérienne, elle devait être créée donc, en 62, juste après l'indépendance, chose qui n'a jamais été faite de manière normale jusque-là. Parce qu'on constate que la constitution de l'époque a été faite dans une salle de cinéma, donc par 300 donc, membres du bureau politique du FLN, au lieu que ça soit fait par les vrais représentants du peuple qui étaient dans la constituante à l'époque. Et c'est pour cela que la constituante donc, de l'époque avait omis beaucoup d'aspects de la vie d'un peuple ou d'une nation, y compris dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la culture et de l'histoire. Donc c'était une constitution de l'époque qu'on peut dire de prise de pouvoir par un régime qui a bien planifié ça, même bien 2 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Et c'est pour cela que maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce système peut disposer comme il veut des richesses naturelles du pays
et des richesses vitales, parce qu'on ne peut pas considérer l'eau comme une richesse naturelle, parce que sinon, c'est pas tout le monde qui aurait, par exemple, l'accès à l'eau ou à l'air. C'est des richesses vitales pour moi et pour beaucoup de gens. Si on n'a pas d'eau, d'air, une bonne terre, on ne pourra pas vivre. Donc, dans les conditions que Dieu lui-même a créées pour l'être humain sur terre, et les générations à venir ne trouveraient rien donc pour leur épanouissement et leur développement. Donc il est temps d'arrêter de croire, à mon avis, que cette révolution est une révolution simplement politique. Elle doit tout remettre en cause et d'entrer. Et la preuve, depuis 2014, depuis les premières tentatives d'exploitation du gaz de schiste, on a vu des réactions populaires à l'époque des Algériens qui ont empêché ça. Et maintenant, le système illégitime, juste après avoir installé sa façade politique, et pour gagner les bonnes grâces de l'Occident qui doit les reconnaître dans leur place, il se remet à jouer sur l'avenir du pays et surtout des générations futures. Il ne nous reste pas peut-être beaucoup à vivre. On est pratiquement, notre génération est à la moitié de son chemin, mais il ne faut pas oublier que nous avons nos enfants et nos petits-enfants qui arriveront un jour et qui ne trouveront pas un pays assez vital pour vivre en plein épanouissement. Et ce jour-là, ils vont nous reprocher à nous-mêmes de ne pas avoir sécurisé leur avenir quand ils étaient inconscients. Donc, il est très important que la prochaine constitution algérienne, que le peuple aspire à établir dans la période de transition, soit une constitution qui revoit tout et qui s'enrichit surtout de tout ce que le régime a oublié pour nous. Donc si nous allons demain aller vers une transition démocratique, nous devons y aller pour créer une constitution définitivement qui prendra en charge tous les aspects de la vie normale d'un peuple dans une nation normale. Nous devons avoir le volet politique dans cette constitution qui sera la gestion du pouvoir et les séparations du pouvoir entre les hommes du pouvoir et les institutions de l'État, et ramener toujours ce pouvoir au peuple. Nous devons avoir un chapitre écologique qui garantit la protection des richesses vitales pour ce peuple. Nous devons avoir un chapitre culturel qui garantit la révision de ce qui a été faussé avant en matière de culture pour notre peuple. On a été depuis très longtemps marginalisé. Il faut revoir ça définitivement pour que ça ne soit pas à la portée de n'importe quel président. Il faut que l'histoire de ce pays soit rectifiée et soit, une fois pour toutes, consignée dans une constitution populaire, et surtout, pour l'écologie, il faut que ça soit une priorité, parce que nous sommes en train de voir que ce système s'attaque en premier lieu à cet aspect-là, et qu'il n'a finalement aucune envie de protéger ni ce pays économiquement, ni politiquement, ni écologiquement. Donc pour cela, le peuple demande une période de transition avec une constitution, une constituante populaire souveraine. Parce que si ça ne passe pas par le peuple, avec une constituante populaire souveraine, ce projet-là tombera à l'eau et on ne pourra rien faire. Il faudrait qu'on réfléchisse le plus vite possible au mécanisme de passation du pouvoir et qu'on aille directement vers cet objectif sans trop s'arrêter dans les arrêts de contre-révolution que ce système est en train de nous créer. Donc au passage, il faudrait qu'on aille juste après vers une constituante populaire qui sera élue et qui prendra en charge tous les volets et les aspects des aspirations du peuple. Il faut faire remarquer aussi que cette histoire de gaz de schiste fédère tous les courants, toutes les classes et toutes les couches sociales algériennes. Elles sont toutes d'accord pour que ce gaz de schiste
par fracturation, par fracturation hydraulique ne soit pas exploité. On ne peut pas exploiter un gaz ou un gisement de gaz d'une manière ou d'une autre qui va nous coûter plus cher que le cours mondial du gaz. C'est insensé parce que ça va servir finalement qu'à offrir des quantités supplémentaires de gaz aux autres. Nous ne sommes pas les vrais consommateurs, donc en matière d'industrie ou de technologie, de ce gaz-là. Le gaz chez nous, il est pratiquement consommé à une forte, un fort pourcentage dans les ménages. Par contre, notre industrie, elle ne consomme pas autant. Les industries voratrices de gaz, c'est des industries occidentales. Donc tout ce que nous ferons dans le domaine ne servira qu'à alimenter les puissances étrangères, qui eux-mêmes ont des réserves de gaz et dans certains pays ne les exploitent pas. Donc je ne vois pas l'utilité d'exploiter du gaz chez nous pour le vendre aux autres et racheter leurs matières premières qu'ils ont fabriquées avec ce gaz à un prix plus cher. Donc il faudrait que politiquement nous soyons assez mûrs pour préparer la transition dans tous ces aspects. Il ne faudrait pas qu'on rate cette chance, parce que c'est une chance où tout le peuple doit discuter, tout le peuple doit réfléchir, chacun sur la qualité de vie et sur l'avenir auquel il aspire. Donc on doit tous ensemble défendre cette écologie qui est un point commun. En dehors donc des objectifs de la révolution, je pense que l'écologie est le seul point commun sur lequel on peut tous être unis. On peut être différents sur les solutions, sur les visions politiques, sur les visions religieuses. C'est pour ça qu'on les écarte maintenant durant la Révolution, c'est pour ne pas se diviser. Mais cet aspect-là de l'écologie, il nous concerne tous et on doit tous être concernés de manière très très active et ne pas démissionner sur ce sujet et l'assimiler beaucoup plus donc à la prochaine transition pour qu'on puisse garantir notre avenir et l'avenir de nos enfants et même de nos petits-enfants si nous vivons assez longtemps pour les voir. Claté comme ça. Merci infiniment. Donc, je tiens à remercier également le Café littéraire d'Euras pour cette invitation. C'était un honneur pour nous. Et puis, je reviendrai sur la question de la transition politique et la transition écologique. Donc, est-ce qu'ils ont une relation complémentaire ou différentielle? Donc, la question elle est claire que dans un pays où il y a un système ou un régime dictatorial, donc il est clair qu'il a été imposé par des vrais tenants du pouvoir ou par même des puissances étrangères. Et dans ce cas-là, il n'est pas certainement là pour répondre aux besoins de la population, mais pour avoir une loyauté vis-à-vis de l'international, vis-à-vis de ces puissances qui l'ont désigné. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce système mondial, qui ne cherche qu'exploiter les richesses et les ressources naturelles des pays faibles, des pays du tiers-monde, des pays qui possèdent des systèmes et des régimes dictatoriaux, donc ne fait qu'exploiter leurs richesses au détriment de la nature, au détriment de la santé publique de ces populations. Donc aujourd'hui, j'anime cette conférence, ce débat, et avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que je serai toujours à la disposition de n'importe quel groupe de réflexion ou groupe d'étudiants ou groupe de citoyens qui veulent justement prendre la même initiative, que je serai toujours là pour animer des débats pareils, parce que ces conférences ont pour un seul objectif, c'est de mettre la population à la réalité de ce qui se passe autour de nous. Les cahiers des experts X, Y, je vois, ils passent sur les plateaux télévisés, mais en réalité, le véritable expert ou la véritable élite, ce n'est pas les gens qui possèdent des diplômes et qui se cachent derrière et qui n'osent même pas dire la vérité aux gens. Donc, on entend bien par les politiques et par les tenants du pouvoir certains mensonges politiques en disant que l'exploitation du gaz de schiste, à titre d'exemple, ne pollue pas l'environnement, alors que l'Algérie possède beaucoup d'experts en la matière et qui n'osent même pas dire la vérité à la population. C'est juste pour préserver leur poste ou les privilèges qui lui ont été accordés. Le gaz de schiste et le combat écologique. J'aimerais bien expliquer déjà c'est quoi le gaz de schiste.
C'est tout comme le gaz conventionnel. Sur la composition chimique, c'est le méthane, c'est le CH4. Sauf que l'emprisonnement de la roche, il est différent que le gaz conventionnel. Donc le gaz et le pétrole conventionnel se trouvent dans une roche poreuse, donc qui mêle l'éponge. L'éponge. Il suffit que, pour l'exploiter, il suffit de forer et d'arriver à cette roche pour absorber l'ensemble du carburant, du liquide. Or, le gaz et pétrole de schiste, déjà la profondeur, ça diffère. Donc on doit aller jusqu'à 2000, 3000, voire même 4000 mètres de profondeur. Et l'emprisonnement de ce gaz se trouve dans des cavités, complètement séparées l'une de l'autre. Donc pour l'exploiter, il faut forer, il faut donc réaliser plusieurs forages, et ça coûte énormément cher. C'est pourquoi que les pays leaders dans ce domaine, ils ont développé une nouvelle technique qu'on appelle la fracturation hydraulique. Ça veut dire qu'on réalise des forages verticaux, et puis on va aller vers un forage horizontal. Le forage horizontal, il sert à fracturer la roche en injectant des produits et des liquides à très haute pression qui peut atteindre jusqu'à 300 bars. Donc en injectant ces produits, généralement, qui se composent pour chaque puits, environ 1200 tonnes de sable, 150 tonnes de produits chimiques, 2500 produits, dont 790 substances chimiques. Feront des produits cancérigènes tels que le benzène, l'éthylbenzène, le toluène, ce qu'on appelle les BTEX, l'arsenic, des produits radioactifs et des acides. Donc, les produits qu'il injectait dans le sous-sol pour fracturer la roche, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune technique qui peut prévenir à quel point les fractures ou la faille hélique, est-ce qu'elle peut aller vers 200 mètres, 300 mètres, personne ne peut le savoir. Et c'est ça le risque, parce qu'on peut facilement atteindre la nappe phréatique qui se trouve dans le sous-sol algérien, et l'une des plus grandes, d'ailleurs elle est la plus grande au monde. Donc, une fois que ces produits chimiques atteignent la nappe phréatique, ça peut polluer des milliers de mètres cubes d'eau en une seule fracturation. Ce qu'il faut savoir également, la fracturation hydraulique, elle nécessite, pour un seul puits, elle nécessite environ 15 000 mètres cubes d'eau pour une seule fracturation. Donc vous imaginez, juste pour vous mettre dans l'image, généralement, pour l'exploitation du gaz de schiste, on peut atteindre jusqu'à 7000 puits par an. Et 7000 puits, donc chaque puits, on consomme 8 fois 15 000 mètres cubes, ça veut dire 120 000 mètres cubes par puits. En tout, durant cette exploitation, on peut consommer l'équivalent d'un barrage tel que barrage de Nihar, 1 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, en plein désert, que la nappe phréatique, donc l'Albien. J'aimerais bien revenir sur la question politique, parce qu'on ne peut pas séparer le combat écologique du combat politique. Et à mon sens, le combat politique, c'est la priorité des priorités. Donc aujourd'hui, on réclame un état de droit, c'est pour permettre au peuple de prendre ses décisions. C'est pour permettre au peuple de refonder l'État de nouveau et de définir les prérogatives et les relations des institutions de la République. En fait, j'étais en prison, mais dès que j'ai purgé ma peine, je suis revenu un petit peu en arrière. J'ai vu que ce qu'ils appellent le président actuel, que je considère un homme de franc des vrais tenants du pouvoir, il a promis à la population, lors d'un discours durant sa campagne présidentielle, à Batna, il a promis de créer 400 000 postes d'emploi. 400 000 postes d'emploi, en jetant un petit coup d'œil sur son programme, on trouve qu'il a basé sur 3 éléments, 2 secteurs essentiels. Celui de la création des startups et puis l'exploitation du gaz de schiste. La création des startups, généralement, ne peut générer plus de 50 000 postes d'emploi. Donc, on peut considérer 50 000 postes d'emploi dans le secteur de l'agriculture, et il reste 300 000 postes d'emploi à créer dans le secteur des hydrocarbures, les postes directs et indirects. Il faut savoir que les États-Unis, parce que donc, ils créaient 500 000 postes d'emploi, ils étaient obligés de créer 600 000 puits d'exploitation pour exploiter le gaz de schiste. Donc, en Algérie, pour créer 300 000 postes d'emploi, 300 000, il faut créer
Non, on a retiré un petit peu 100 000 postes d'emploi dans les startups et l'agriculture. Donc 300 000 postes d'emploi, l'équivalent à 350 000 puits. Et bien, durant 5 ans, nous avons les 350 000 puits, il y a 200 puits par jour. Vous imaginez. La Sonatrach, le forage classique, n'arrive même pas à forer 100 puits par an. Donc, c'est juste pour montrer qu'il n'y a aucune stratégie politique, c'est juste des discours populistes, c'est pour séduire la population, mais en réalité, c'est un dictat qui vient d'ailleurs, qui vient des puissances internationales. Donc, il y a une autre chose sur le plan de l'exploitation du gaz de schiste. Ils veulent dire aux gens, on va créer de l'emploi, on va réduire le chômage, on va redresser l'économie nationale, et surtout, ils menacent les gens que si on n'exploite pas le gaz de schiste, on va aller vers l'endettement extérieur. Or, c'est totalement faux, les solutions sont là, ça nécessite juste un pouvoir légitime, une autorité légitime, et un système qui soit conçu par la population même. Les solutions sont multiples, nous avons nos propres experts, nous avons l'élite algérienne qui peut justement nous donner des solutions en la matière. Sur le volet économique, pour vous démontrer que ce n'est pas du tout rentable, si on prend l'exemple du pétrole de schiste, ce qui se passe, c'est que si on prend l'exemple du pétrole classique, déjà l'exploiter au Sahara. Un puits de pétrole conventionnel, la durée de vie, c'est environ 20 ans. 20 ans, donc le forage, ça coûte 15 millions de dollars en moyenne, et la production journalière, c'est 200 barils par jour. Donc, si on fait un petit calcul, 200 barils par jour durant les 20 ans, on va produire environ 1 200 000 de barils. Et si on prend le coût de chaque puits, c'est 15 millions, on la divise sur le nombre de barils, le coût de chaque baril, c'est environ 12,5 dollars le baril. On rajoute donc la taxe, le transport, le raffinage et tout ce qui s'ensuit, ça peut aller jusqu'à 35 dollars le baril. Qui chevoliouf la bourse que le coût du baril du pétrole il fait 58 dollars, quand même on a une marge de bénéfice. Sur la question du pétrole de schiste, il faut savoir que la durée de le puits ne peut dépasser les 5 ans. 5 ans seulement. Exactement. Si on prend en considération que le même coût de celui du pétrole conventionnel, or pétrole conventionnel n'a verticalement seulement, celui du pétrole de schiste n'a verticalement et horizontalement, avec l'injection des produits. Donc certainement le coût est plus élevé que celui du pétrole conventionnel. Mais supposons qu'on prend le même prix. Donc un puits qui va générer 200 barils par jour pendant 5 ans, c'est l'équivalent de 300 000 barils durant la durée de vie. Et si on fait un petit calcul, 15 millions de dollars de coût du forage, sur les 300 000 barils, le coût de chaque baril, c'est environ 50 dollars. Si on va rajouter les taxes, les dégâts écologiques, et tout ce qui va se passer durant l'exploitation, le coût de le baril est 75 dollars. 65 jusqu'à 75 dollars. Donc vous imaginez que le pétrole a 58 dollars, alors que le coût il sera 65 dollars. Donc on a 10 dollars de plus du trésor public. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça que la loi des hydrocarbures, elle a été fortement contestée parce qu'elle a préparé le terrain. Et d'ailleurs, ils viennent de désigner le nouveau PDG de Sonatrach qui était le responsable sur l'élaboration de la loi des hydrocarbures. Il y a donc des articles qui exonèrent l'exploration du gaz de schiste de toutes les taxes. C'est pour rentabiliser le coût de production au détriment de qui? Au détriment de la santé publique et de l'environnement. C'est pour ça qu'il chauffe un expert tel que Abdelmajid Attar, qui était un ex-PDG de la Sonatrach, ex-ministre. Il est à la solde, j'imagine, de certains lobbies pétroliers, de certains cabinets de conseil. Il essaye d'expliquer à la population, non, c'est pas vrai, la production du pétrole et du gaz de schiste c'est rentable, elle ne pollue pas l'environnement. Il parle du désert algérien comme si c'était un espace mort. Or, pour nous, les écologistes, c'est un espace vivant, c'est un écosystème qu'on doit le préserver. Il y a une vie dans le désert. Et donc, ils veulent hypothéquer justement l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien consolider notre intervention par des chiffres réels.
il y a une étude qui a été faite par un laboratoire américain qui s'appelle GPL, et qui travaille pour le compte de la NASA. Donc il a fait des études que depuis 2002 jusqu'à 2006, il y avait ce qu'on appelle la présence du gaz de méthane dans l'air, elle était plus ou moins stable. Il faut savoir que les Américains, ils ont commencé déjà l'exploration du gaz de schiste, puisque c'est le pays leader mondial dans le domaine. Il a commencé en 2002. Et à partir de 2006, il a commencé l'exploitation à grande échelle. Donc depuis 2002-2006, il y avait une présence du gaz de méthane dans l'air plus ou moins stable. Et à partir de 2006 jusqu'à 2014, cette teneur a été multipliée par 10. Et depuis 2014 jusqu'à 2017, a été multipliée par 20. C'est ce qui démontre qu'il y a des fuites considérables qui peuvent aller de 3% jusqu'à 9% du gaz du méthane au niveau des sites d'exploitation du gaz de schiste. Parce que c'est une technique qu'on ne la maîtrise pas vraiment. Il y a des pertes, il y a des fuites. Chez les hommes, c'est que l'effet de serre provoqué par le méthane est 25 fois, voire 30 fois plus que celui provoqué par le dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça on voit que la question des réchauffements climatiques, elle prend de plus en plus de l'ampleur et elle cause de plus en plus de dégâts à travers le monde. Donc pour nous, il n'est pas rentable ni politiquement, ni écologiquement, ni économiquement. Parce que politiquement, le système en place cherche, ou plutôt le régime en place, cherche à pérenniser ce système totalitaire et autoritaire à travers la rente pétrolière. Lui, ce qu'il faut savoir, le pouvoir depuis 62, c'est pas qu'il n'avait pas la possibilité de diversifier l'économie, mais il voulait la laisser telle qu'elle est, une économie rentière, pour garder une certaine dépendance de la société algérienne à ce pouvoir. Et je fais toujours l'exemple, et ça m'est arrivé récemment, à Skikda. Donc, comme d'habitude, le jeudi, j'essaie de préparer ma pancarte pour aller manifester le vendredi. Et j'ai conçu une pancarte avec un slogan hostile au système en place. Et puis, dès que je l'ai donné à une imprimerie, le monsieur, il l'avait vu, il me disait que non, c'est impossible de vous imprimer ça parce que c'est anti-système, je sais pas quoi. Moi, je viens de gagner un crédit d'enseigne pour ouvrir cette imprimerie, je risque de la perdre. Donc, vous voyez la dépendance de la société à ce système qui voulait la laisser justement exprès à travers ces pratiques. Donc, empêcher l'exploitation du gaz de schiste, c'est en quelque sorte couper une main très forte, donc tentacule de ce système, de se pérenniser encore une fois. Et toujours est-il, c'est important de continuer notre combat politique, celui de se débarrasser de ce système, celui d'instaurer un état de droit à travers une période de transition, à travers l'écriture d'une constitution populaire, et ça ne peut se faire à mon sens qu'à travers l'élection d'une assemblée constituante souveraine, donc qui va permettre au peuple algérien de redéfinir la nature du régime, de redéfinir la nature des institutions républicaines, et puis voilà, surtout de permettre au peuple algérien de contrôler et son président et l'exécutif, tout en séparant les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Voilà, je vous remercie de nous avoir prêté votre attention, et je reste entièrement donc, à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci encore une fois.